Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup de votre invitation. Je vous dirai tout de suite que ça n'est pas le politicien que vous avez devant vous aujourd'hui. Je vais laisser cette casquette de côté, mais j'ai accepté cette invitation pour échanger avec vous sur la base de mon activité scientifique de chercheur et sur la base d'une grande recherche que nous avons menée, financée par le Fonds national de la recherche scientifique et qui a trait à la problématique de la gouvernance du système suisse de santé, qui a trait surtout à la problématique de l'allocation des ressources et de la cohérence du système suisse de santé. Nous avons élaboré une étude relativement vaste dans 8 cantons, les cantons latins, Suisse romande, Berne et Tessin, dans 5 domaines que j'évoquerai tout à l'heure. Nous avons publié un rapport qui fait un peu plus de 350 pages sur les aspects de gouvernance, à savoir de mise en œuvre de l'assurance maladie en Suisse. Il vient d'être dit dans l'ouverture de ce colloque l'importance de travailler sur des données, l'importance de travailler sur des éléments de nature empirique, et c'est ce que nous avons essayé de faire dans cette étude, c'est finalement d'essayer d'objectiver des éléments que à la fois les autorités, qu'elles soient politiques ou administratives, mais aussi les acteurs de mise en œuvre des politiques de la santé observent, ressentent, constate, et nous avons essayé, dans une approche de sciences politiques, de mettre en évidence la mise en œuvre de l'assurance maladie avec une étude de politique publique. Merci donc de me donner l'occasion d'évoquer cette problématique aujourd'hui dans un colloque d'économie de la santé, de pouvoir parler quelque peu en début de journée des aspects plutôt analysés sous l'angle de la science politique et qui plus est d'avoir invité un roman, un francophone à ce colloque. Je vous remercie très sincèrement. Nous avons dans notre étude, nous sommes partis du constat et de la caractéristique du système suisse de santé, notamment la problématique du fédéralisme, avec cette répartition des compétences entre confédération, canton, commune, l'orientation libérale et le principe de subsidiarité qui caractérise le fonctionnement du système suisse de santé, avec notamment le rôle extrêmement important d'un certain nombre d'acteurs publics et privés qui se joignent pour assurer le bon fonctionnement et la mise en œuvre de l'assurance maladie. Dans le cadre de ces caractéristiques particulières, nous avons travaillé sur la question de la cohérence que nous avons mis en regard de l'assurance maladie, l'assurance maladie à travers 5 domaines particuliers. Nous avons étudié la planification hospitalière depuis environ les années 1960 jusqu'à ce jour. Nous avons étudié la pratique de la réduction des primes pour les assurés économiquement modestes dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins. Nous avons étudié la problématique du financement des soins, la problématique aussi du gel des cabinets médicaux, la clause du besoin, ce moratoire qui a été instauré en 2002. Et nous avons, comme 5e domaine, un domaine un peu à part, un peu particulier, travaillé aussi sur la problématique du marché des médicaments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons travaillé sur 8 cantons, les cantons romand, Berne et le Tessin. Il était quantitativement impossible de travailler sur un nombre plus élevé de cantons. C'est une étude qui a duré 3 ans avec quand même 4 chercheurs. C'est un énorme projet et nous avons privilégié ces cantons latins notamment pour, je dirais, des raisons d'efficacité de gestion de la recherche, notamment par nos étroites collaborations avec la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales, mais ça nous permettait aussi d'avoir le canton de Berne alémanique, le canton de Fribourg et du Valais avec des parties germanophones et le canton du Tessin. Nous avons donc dans cet environnement, pour ces domaines qui sont mentionnés ici, fait une double comparaison. D'abord une comparaison d'application de la LAMAL par les cantons
Et une deuxième comparaison, c'est les comparaisons entre les cantons. Donc on a deux niveaux d'analyse qui ont été faits. L'intérêt des résultats de cette recherche se trouve, malheureusement pour vous aujourd'hui, se trouve dans les détails. Se trouve dans les détails et la synthèse est extrêmement difficile parce que pour les acteurs qui connaissent parfaitement bien le système de santé, eh bien, les conclusions, les observations sous forme de synthèse confirment toute une série d'éléments problématiques que l'on connaît, notamment dans la diversité d'application de la loi sur l'assurance maladie, dans la diversité des cadres de référence, et on peut l'appréhender aussi dans la problématique égalité versus inégalité de traitement entre les citoyens qui peut en résulter. Alors je vais vous donner quelques informations générales, quelques éléments généraux en espérant que cela pourra vous intéresser. Nous avons le rapport de synthèse qui est disponible sur Internet et nous avons aussi un ouvrage, un livre de publication qui vous permet de cerner les différentes analyses étudiées. Je prendrai quelques points particuliers qui me semblent particulièrement importants. D'abord, concernant le domaine de la planification hospitalière. Nous avons, dans le cadre de la planification hospitalière, si vous voulez, quelque part réécrit l'histoire des planifications hospitalières de ces 8 cantons. C'est, à ma connaissance, quasiment la seule démarche de ce type qui existe en Suisse, où on a repris depuis les années 60, donc avant la loi sur l'assurance maladie, avant la LAMAL, nous avons analysé comment les cantons ont mis en place les processus de planification hospitalière. Nous les avons, ces études faites avec les 3 étapes. D'abord, celle qui précède la LAMAL, ensuite l'étape de mise en œuvre de la LAMAL de 1996 à 2007, et ensuite la troisième période, la période de la deuxième révision de la LAMAL avec le nouveau financement hospitalier qui a des répercussions, vous le savez, sur l'organisation et sur les règles de planification hospitalière. Cette histoire des planifications hospitalières est passionnante. C'est une histoire qui met en évidence toute une série de problématiques. Et ce qui nous paraît intéressant dans la synthèse de cette histoire de la planification hospitalière, c'est de voir peut-être les divergences ou les disparités d'approche entre des approches qui devraient être, lorsqu'on parle du système de santé, de l'économicité, de l'efficacité du système de santé, des approches qui devraient être d'abord des approches de santé, et on s'aperçoit, et on le sent aussi dans l'actualité de la politique sanitaire, que la planification hospitalière, avant d'être sous l'angle de la mise en œuvre de cette politique publique, avant d'être une politique de la santé, c'est d'abord toute une série d'autres types de politiques. C'est d'abord un espace qui est au cœur des rapports de force, au cœur des politiques régionales, au cœur du consensus, et finalement, les approches de dimension médicale sont peut-être quelque peu marginalisées. Nous avons, dans le cadre de nos études, travaillé sur plusieurs éléments opérationnels qui sous-tendent les planifications hospitalières, des références que l'on trouve dans la loi fédérale sur l'assurance maladie, l'économicité, la qualité, la question des statistiques, la question du réexamen régulier des planifications, la question des coordinations intercantonales. Nous avons travaillé essentiellement sur les soins aigus, un peu dans notre rapport aussi sur la médecine hautement spécialisée, mais c'est une partie marginale de notre étude, et les questions liées à la problématique de la cohérence des politiques de planification hospitalière, eh bien, nous l'avons étudié par rapport à l'intégration par les différents cantons de ces différents critères d'économicité, de qualité, les éléments statistiques, le réexamen des planifications ou les coordinations. Nous avons appréhendé la question de la cohérence d'abord dans chaque canton et ensuite la question de la cohérence entre les cantons et également la cohérence entre le niveau fédéral et le niveau cantonal. Les éléments de synthèse sont, je dirais, ils ne sont pas révolutionnaires, mais nous avons, dans cette analyse extrêmement documentée, eh bien, nous pouvons relever un certain nombre de points. D'abord, la question hautement sensible de cette politique publique,
dans le domaine que nous avons étudié, dans tous les domaines, à l'exception peut-être de la problématique du marché des médicaments, mais voilà, qui est moins, je dirais, public, qui est moins connu par la population, la problématique de la planification hospitalière est extrêmement sensible parce qu'elle est au cœur de la démocratie cantonale. Effectivement, le poids du fédéralisme donne ici des compétences extrêmement importantes aux cantons et, d'autre part, les cantons ont leur propre histoire. L'histoire sanitaire des cantons s'est très souvent construite autour de l'histoire des planifications hospitalière, autour de la réorganisation des établissements hospitaliers, avec bien évidemment les conséquences sur les éléments de nature des soins stationnaires, les établissements médico-sociaux, l'organisation des soins à domicile, mais aussi la médecine de ville. Élément important que l'on découvre dans cette problématique, c'est l'absence de repères méthodologiques pour une action commune. Alors on voit aujourd'hui la situation se transformer un peu avec des références qui s'imposent peu à peu dans les cantons, mais dans toute l'histoire, disons dans les 50 dernières années de la construction des planifications hospitalières, eh bien, cette absence de méthodologie commune et d'autre part l'absence de repères, de critères imposés aux cantons, par exemple, qui auraient pu être imposés par la loi fédérale sur l'assurance maladie. On peut penser à des critères de densité d'offres, des critères d'agenda, de timing. Donc cette absence de critères ouvre une très grande marge de manœuvre dans la gouvernance au canton, avec dans cette grande marge de manœuvre un poids extrêmement fort des régionalismes politiques et des régionalismes économiques. Ce sont des éléments qui sont centraux parce que dans la compréhension des planifications hospitalières, eh bien, à la fin, les politiques régionales, les politiques économiques s'opposent très clairement aux objectifs et aux critères de nature médicale, par exemple les notions de masse critique qui sont extrêmement importantes et qui, dans le débat démocratique, sont parfois difficiles à intégrer. On sait que dans chaque réforme hospitalière, eh bien, la démocratie locale est extrêmement active. Il n'y a pas une seule réforme hospitalière sans référendum, sans initiative populaire, sans pétition, etc. Et c'est un élément difficile à c'est un élément à prendre en considération, mais difficile à intégrer pour une cohérence et pour une planification hospitalière qui soit véritablement rationnelle. Deuxième champ que nous avons étudié, c'est celui de la réduction des primes pour les assurés économiquement modestes dans l'assurance maladie. Vous savez que les cantons allègent la facture de primes d'assurance maladie pour les assurés dits économiquement modestes. Les pratiques sont extrêmement diverses. Vous avez ici le taux de bénéficiaires de primes par canton. Je ne m'arrête pas sur ce graphique, il montre bien l'éclatement des cantons suisses dans leur pratique de réduction des primes d'assurance maladie. Et à partir de cette situation très diverse, nous avons essayé d'analyser quelques éléments principaux et je vais en faire directement la synthèse sous forme de conclusion de cette problématique étudiée. D'abord, ce que l'on doit relever, c'est que le fédéralisme joue ici aussi pleinement. Il joue pleinement en termes notamment de définition des objectifs sociaux. Il y a dans tous les cantons, et on verra pour quasiment tous les éléments analysés, une très grande diversité cantonale. En fait, chaque canton définit sa propre politique sociale en termes de réduction des prix. Alors, cette pratique-là, on peut la considérer comme étant cohérente du point de vue de la gouvernance des politiques de la santé, puisque la loi dit clairement ce sont les cantons qui ont cette responsabilité. Donc on ne peut pas, d'un côté, avoir une base légale qui confirme cette pratique cantonale et d'autre part la considérer comme incohérente. Alors il y a une cohérence, mais cette cohérence, eh bien, elle se conjugue par 26 cantons et demi-cantons en Suisse, et cette pratique, surtout, eh bien, amène d'énormes disparités cantonales. Donc les disparités cantonales, on va les retrouver quasiment dans tous les éléments techniques qui participent
à la construction de la réduction des primes. On peut mentionner quelques points qui figurent sur ce slide, notamment les systèmes choisis, les paliers, la définition des classes de revenus ou des modèles de pourcentage. Chaque canton définit sa propre politique sociale, chaque canton définit les seuils de revenus déterminants, par exemple la part de fortune qui est prise en considération. Chaque canton définit la prime de référence, par exemple pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à VSAI ou de bénéficiaires de l'aide sociale. Chaque canton définit sa stratégie sur l'allocation des subsides. Est-ce qu'on veut subventionner beaucoup de personnes avec des subsides bas ou est-ce qu'on veut subventionner moins de personnes mais avec des subsides plus élevés? C'est une stratégie qui est liée strictement au choix du canton. On retrouve ici l'impact du fédéralisme fiscal dans la manière de fixer les revenus déterminants. On retrouve aussi l'indépendance des cantons dans le type d'information aux assurés. Pour qu'une politique publique puisse être mise en œuvre, il faut que les citoyens soient détenteurs de l'information. Entre l'information systématique, l'information automatique avec l'octroi quasi-automatique des subventions ou l'information à travers notamment des journaux ou des bulletins officiels, on a toute une variété de pratiques qui montre bien ici l'extrême diversité et finalement le positionnement relativement différent des citoyens selon le canton dans lequel ils vivent. Autre thème que nous avons pris en considération, que nous avons étudié, c'est ce thème important de la clause du besoin, le gel, le moratoire sur les cabinets médicaux qui a été introduit en 2002. Nous avons étudié cette problématique-là sous l'angle aussi de la gouvernance, sous l'angle des bases de décision et également sous l'angle de la problématique d'un arrêté fédéral qui est limité dans le temps, puisque cette clause du besoin qui a été intégrée en 2002 a été prolongée en 2005, elle a été prolongée ensuite en 2008, elle a pris fin en 2011, elle a recommencé en 2013, et c'est un élément du point de vue de la gouvernance du système de santé qui est extrêmement intéressant et qui montre bien toute la problématique de ces politiques publiques qui ne sont pas inscrites dans la durée, qui fonctionnent avec des stop and go, qui rendent les autorités administratives chargées de leur mise en œuvre extrêmement tributaires de l'absence de clarification, l'absence de clarté sur la construction à long terme de cette mesure. Et cette clause du besoin est une bonne illustration, en tout cas en termes de sciences politiques, j'aurais presque envie de dire de quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, tout simplement parce que cela génère non seulement des pratiques alors aussi très diverses entre les cantons, on le voit très clairement dans la manière d'appliquer cette législation. Certains cantons n'ont tout simplement pas appliqué cette législation parce qu'ils n'étaient pas directement concernés par une pléthore de médecins, par exemple le canton du Valais, le canton du Jura, le canton de Fribourg. D'autres cantons ont profité de cette clause du besoin pour développer des pratiques de collaboration entre les différents acteurs concernés, par exemple avec les commissions médicales. On voit que d'autres cantons ou certains cantons ont mis en place des instruments statistiques. Construire des banques de données, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement coûteux. Certains cantons ont essayé de bricoler, et j'utilise à dessein la terminologie de bricoler, des registres de médecins, tout simplement parce qu'un des constats principaux que l'on fait avec cette problématique de la clause du besoin, c'est que la décision initiale a été prise en gros sans analyse préalable, sans évaluation préalable de la situation. On a un moment
donné, le Conseil fédéral qui décide, voilà, demain matin, on va entrer en vigueur, on va mettre en vigueur une clause du besoin en lien avec les accords bilatéraux, etc. Et l'absence de données de référence, du point de vue de la cohérence, est assez problématique, mais du point de vue du pilotage de la bonne gouvernance, est aussi problématique, puisqu'on n'a aucune évaluation de la situation et je dirais même pire, on a rapidement une contestation, par exemple, des chiffres quantitatifs qui sont mentionnés dans la décision du Conseil fédéral. L'annexe fixe présente un certain nombre de données de référence quantitatives pour les cantons et les cantons vont rapidement être confrontés au fait de ne pas vraiment comprendre les chiffres qui sont publiés par le Conseil fédéral. Donc la base de décision, la base statistique est rapidement contestée et cette faiblesse des bases quantitatives va être un élément qui affaiblit la pertinence de la construction d'une politique publique. Ce qui est aussi préjudiciable, et on le voit bien, les cantons sont très mal à l'aise. Quelle stratégie adopter? Est-ce qu'il faut entrer dans une logique véritablement de pilotage, de régulation, de politique publique, c'est-à-dire ancrer à long terme avec des mécanismes rigoureux cette mesure, alors même qu'on sait que cette mesure va durer 3 ans. L'investissement paraît pour beaucoup disproportionné. L'aspect temps dans notre processus de décision, vous connaissez le processus de décision suisse, lenteur et pragmatisme. Eh bien, le pragmatisme est rendu extrêmement délicat par l'aspect très court de ces 3 ans. Et les cantons vont, au fur et à mesure du prolongement de ces mesures, eh bien, essayer d'améliorer leur situation ou au contraire voilà, avoir une attitude plus ou moins passive. Donc, on observe ici, du point de vue de la bonne gouvernance, quelques situations assez problématiques. Je viens d'évoquer la question des bases quantitatives de décision, aussi la question de l'absence de critères d'économicité ou de qualité qui n'existent pas et qui devront être inventés par les différents cantons. La problématique du prix de remise des cabinets, la question des spécialistes, la question des jeunes médecins, finalement, toute une série de problématiques qu'on va renvoyer dans les mains des cantons, mais avec des mains vides en termes méthodologiques, et c'est un élément très problématique sous l'angle de la gouvernance des politiques publiques, avec une absence de réflexion globale et cohérente, notamment sur les critères et sur les critères également de qualité. Voilà un domaine qui est extrêmement intéressant, qui montre des stratégies très différentes entre les cantons, entre un canton de Vaud qui, par exemple, eh bien, va profiter de ce gel des cabinets médicaux pour renforcer les collaborations, notamment entre les autorités administratives, les médecins, les hôpitaux, pour une discussion et un consensus qu'on essaye de trouver autour des admissions de nouveaux médecins, et des cantons qui n'appliquent pas cette mesure car ils ne se sentent pas concernés du tout, eh bien, on a une marge de manœuvre qui est très grande. Nous avons un quatrième domaine que j'évoque aussi très brièvement avant de conclure, c'est la question du financement des soins. Vous savez que l'assurance maladie va régler la question du financement des soins, et on a 3 étapes qui vont caractériser l'application du financement des soins, donc notamment, plus particulièrement la problématique des établissements médico-sociaux et des soins à domicile, donc le SPITEX. On a ici à la fois un lien très étroit, comme pour la planification hospitalière, au développement du système de santé des cantons, notamment l'orientation stationnaire, si on a construit plus d'établissements médico-sociaux, ou l'orientation des soins à domicile, si on a donné des impulsions plus dynamiques, plus offensives aux soins à domicile. Donc on a des situations très différentes selon les cantons, et on a dans les phases législatives l'introduction de la LAMAL en 1994, avec des problèmes qui arrivent assez rapidement sur le coût de ce financement des soins, et on va en 1998 introduire des tarifs cadres, et en 2011 le Parlement va adopter une loi qui entrera en vigueur en 2011 avec un nouveau financement des soins, avec des enjeux fondamentaux qui sont des enjeux de maîtrise des coûts,
d'économicité, d'efficience et de qualité des soins. Alors ce thème nous montre bien évidemment, alors comme dans tous les domaines, une grande diversité de situations. Le nombre de lits en établissements médico-sociaux, d'ailleurs comme la situation dans les hôpitaux, le nombre de moyens, de ressources à disposition des soins à domicile varie extrêmement d'un canton à l'autre. Les évolutions ne sont pas les mêmes non plus dans les années que nous avons étudiées. Mais ce qui est intéressant ici, du point de vue de la cohérence, ce sont 2 ou 3 éléments que j'aimerais évoquer rapidement. Ils sont complémentaires à ceux qu'on a vus tout à l'heure. D'abord, on a, avec la question du financement des soins, un problème de gouvernance autour, d'abord, et c'est important, autour d'abord des bases légales. Les bases légales sont extrêmement différentes d'un canton à l'autre, avec une très grande diversité de contenus et une très grande diversité conceptuelle. C'est extrêmement difficile, lorsqu'on travaille sur ces lois, de s'y retrouver. Les mêmes concepts ne disent pas la même chose dans un canton A, B ou C. Certains cantons ont des lois spécifiques liées à cette problématique du financement des soins. D'autres n'ont pas de loi du tout, d'autres ont des lois mixtes. Donc on est dans un ensemble qui, du point de vue des références des bases légales, est extrêmement éclaté. On a ici un domaine, contrairement aux autres domaines, qui est exclusivement du domaine public, donc les conflits d'intérêts, les éléments de nature économique qui pourraient venir polluer, entre guillemets, la bonne gouvernance, eh bien, sont quasi inexistants. Néanmoins, on a des pratiques très diverses. Par exemple, les méthodes d'évaluation des soins sont très différentes. Sur 8 cantons, 3 modèles d'évaluation des soins. C'est quelque chose qui est relativement complexe à gérer. On a des modalités de financement extrêmement différentes aussi, notamment la part à charge des patients. Dans ce domaine, contrairement aux autres domaines étudiés, on voit que, par exemple, au niveau fédéral, l'Office fédéral de la santé publique, en tout cas à l'adresse des parlementaires fédéraux, a réalisé toute une série d'éléments de suivi et montre aujourd'hui parfaitement la très grande diversité d'application de cette législation fédérale. Dernier thème qu'on a analysé, et je vais conclure, c'est la problématique du marché du médicament. On est ici dans une autre approche de gouvernance. On n'est plus dans une relation confédération-canton, canton-canton. On est véritablement dans une réflexion autour de la cohérence sur une problématique, la problématique du marché des médicaments. Toute une série de questions fondamentales ont été posées. Je vous donne une toute petite illustration pour vous montrer la difficulté de construire une cohérence dans cette problématique. On ne parle d'ailleurs jamais en Suisse de politique du médicament. On a d'autres approches pour cette problématique-là. Vous avez ici tout simplement, sur la période que nous avons analysée, pour chaque année, des éléments, des interventions qui vont intervenir sur ce domaine, des interventions qui modifient une ou partie ou quelques-unes des règles du jeu. Et on voit que c'est un domaine qui est en constant changement. C'est assez impressionnant de voir que voilà, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il ne se passe quasiment jamais une année sans qu'à un moment donné, on a une mesure qui est prise et qui va influencer le fonctionnement de ce système. Et ici se pose toute une série de problématiques relativement importantes qui ne sont pas de la même nature que ce que nous avions étudié dans les autres domaines, mais qui montrent quand même que dans un champ complètement différent, eh bien, en termes de politique publique, pour autant qu'on considère la question du médicament comme politique publique, c'est une autre discussion, eh bien, il manque bien évidemment une ligne directrice, il manque une vision globale. Alors, très rapidement, quelques éléments de synthèse, pas d'éléments révolutionnaires, mais quand même quelques questions qui nous interpellent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt de cette étude se trouve vraiment dans les détails. Pour chaque domaine particulier, on voit bien comment les cantons construisent leur politique publique. On voit bien comment l'arsenal des dispositions normatives, donc les bases légales, comment ces bases légales sont construites, avec quelle diversité. On voit bien l'importance de l'évolution historique.
On voit aussi l'importance des orientations de politique sanitaire et sociale qui caractérisent les développements des systèmes cantonaux. On voit aussi dans le contexte général de l'évolution du fonctionnement de la société, l'évolution des modes de vie, notamment toute la problématique de la mobilité, notamment toute la problématique des frontières cantonales qui deviennent de plus en plus perméables. Eh bien, dans cet environnement particulier, les cloisonnements liés au fédéralisme nous interpellent, notamment en termes de politique publique, autour de l'absence d'objectifs communs, notamment autour de l'absence de références méthodologiques communes, de critères uniformes qu'on pourrait ancré, par exemple, dans une législation fédérale. Une autre problématique liée au fédéralisme peut interpeller, peut questionner, c'est la question de l'égalité versus inégalité de traitement des citoyens, soit en termes de niveau d'offre, soit en termes de niveau de prestations de type social, réduction des primes, financement des soins, etc. Ces éléments-là sont des éléments qui sont légitimes à discuter, et on peut aussi discuter des incohérences de décision et des mesures qui, généralement ou très souvent, influencent le système de santé sans rien avoir à faire avec les éléments de nature médicale. Deuxième élément qui, pour nous, doit être interrogé, c'est la relation libéralisme-régulation, la relation public-privé dans le fonctionnement du système de santé, la relation marché-concurrence et régulation par l'autorité publique. C'est un débat que vous connaissez tous, mais c'est un débat qui doit faire sens et qui doit aussi être pris en considération lorsqu'on évoque la cohérence de développement des politiques sanitaires et sociales de nos différents cantons. La dimension éthique, c'est un élément qu'on a beaucoup discuté dans nos différentes problématiques. Je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui parce que ça ferait l'objet d'un autre grand débat un peu plus complexe, mais c'est un débat qu'on a retrouvé dans plusieurs éléments liés à notre étude, notamment par exemple dans le domaine des réductions de primes d'assurance maladie. À un moment donné, vous vous souvenez peut-être dans ce pays, les gens qui ne payaient pas leurs primes se sont vus privés de remboursement de prestations. C'était un élément de discussion éthique. On a aussi dans le cadre de la problématique de la pharmaceutique et du médicament quelques discussions autour, par exemple, des maladies rares qui ont retenu notre attention. Et puis, enfin, dernier élément, c'est la question de la géométrie des pouvoirs. Lorsqu'on fait une analyse de sciences politiques, la question de la géométrie des pouvoirs et de la gouvernance se pose. Elle se pose, et je pense que dans un système de démocratie directe, c'est un système noble, c'est un système que nous voulons en tout cas en principe défendre, mais c'est un système qui a aussi ses difficultés. Lorsque vous faites une planification hospitalière et que la discussion est une discussion de politique régionale, eh bien voilà, on voit s'affronter, se confronter une politique sanitaire, des critères de nature médicale et de l'autre côté des éléments de nature purement régionale qui n'ont pas grand-chose à voir avec la problématique sanitaire. Eh bien, ça génère un certain nombre de difficultés. Et je pense que la question doit se poser aujourd'hui de savoir comment on aide notamment les cantons dans la mise en œuvre de ces politiques sanitaires, à la fois, certes, pour respecter la démocratie locale, mais pour éviter peut-être d'avoir une démocratie locale qui bloque le système. On le trouve très clairement dans l'histoire des planifications hospitalières. C'est une histoire assez passionnante de ce côté-là, mais on la trouve aussi, par exemple, dans le financement des soins, avec des législations cantonales qui ont été refusées, des référendums. On le trouve aussi dans des initiatives populaires qui concernent la réduction des primes pour les assurés économiquement modestes. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est dans notre fédéralisme, où le niveau fédéral est déjà lui-même très tributaire de la démocratie directe. Ici, on va additionner la démocratie directe au niveau cantonal et dans les cantons. Ça fait beaucoup pour construire une politique cohérente. Voilà, notre conclusion est assez simple, c'est de dire, bien voilà, sous l'angle de la bonne gouvernance du système de santé,
mais aussi dans une perspective de sécurité sociale. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Nous avons raisonné dans le cadre des principes de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'on raisonne dans le terme d'une politique publique avec un certain nombre de principes qui sont incontournables. Il nous semble que le fédéralisme doit être réformé, pas réformé dans le sens d'une révolution du fédéralisme, mais le fédéralisme doit évoluer. Le fédéralisme doit évoluer, doit être innovant. Réformer le fédéralisme, ça ne signifie pas forcément nationaliser les politiques de santé. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. On n'est pas forcément, une réforme du fédéralisme, ça ne veut pas forcément dire très grande centralisation, mais je pense que les aspects d'intercantonalisation du système, les aspects de coordination, voire à certains égards les aspects d'harmonisation, doivent être discutés. Et aujourd'hui, force est de constater que dans le système politique suisse, les mots de coordination, d'harmonisation, voire de définition de critères communs sont peut-être des mots qui sont tabous. Et je pense que là, on a deux mondes, entre le monde plutôt médical et puis le monde politique. Et je crois que dans des réflexions prospectives, eh bien, on devrait rapprocher ces deux mondes autour d'une bonne gouvernance. Voilà, j'espère que ça aurait été quand même compréhensible. J'ai fait un grand survol et comme je l'ai dit, si vous vous intéressez à ces problématiques, eh bien, tous les détails sont dans nos rapports et vous permettront peut-être d'appréhender de manière très pointue chacun des domaines ou un domaine particulier. Je vous remercie de votre attention.